Luong Quoc a accueilli à Hanoï la vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodríguez, en visite au Vietnam. Le Vietnam et les Émirats arabes unis ont établi un partenariat intégral. Avant de quitter les EAU, le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé un discours à l'Académie Anwar Gagash. Sur l'île de Con Dao, les volontaires du projet Trust to Art se donnent la main pour transformer les déchets océaniques en produits verts. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président vietnamien Luong Quoc a accueilli ce mardi matin à Hanoï la vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodríguez, en visite officielle au Vietnam. Le chef de l'État a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement des relations avec ses amis d'Amérique latine, a fortiori le Venezuela. Les deux dirigeants ont plaidé pour un approfondissement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, de l'énergie et des télécommunications. Ils ont convenu d'ordonner aux services compétents d'élaborer des plans de coopération concrets. Le Vietnam et le Venezuela se sont également entendus sur l'importance des échanges de délégations, notamment de haut niveau, et du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. Poursuite de la tournée du Premier ministre Phạm Minh Chính en Moyen-Orient avant de quitter les Émirats arabes unis. Le chef du gouvernement vietnamien a eu une série de rencontres avec les hauts dirigeants et les associations d'entreprises et représentants de plusieurs grands groupes de AU. Dans la matinée, il a prononcé un discours remarqué à l'Académie Anwar Gagash à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Devant un auditoire captivé, Phạm Minh Chính a présenté des éléments fondamentaux de la politique de développement national du Vietnam. Il a expliqué l'enjeu du partenariat intégral que le Vietnam et les Émirats arabes unis viennent d'établir, proposant de l'accès sur le renforcement de la confiance politique et des échanges économiques. Il a précisé que l'industrie halal, l'innovation, la transformation numérique et verte seraient des domaines les plus prometteuses de la coopération bilatérale. Cette intervention à l'Académie Anwar Gagash a marqué la fin de la visite officielle du Premier ministre Phạm Minh Chính aux Émirats arabes unis. Et cet après-midi, Phạm Minh Chính s'est rendu à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, pour participer à la 8e conférence sur l'initiative d'investissement pour l'avenir et effectuer une visite de travail en Arabie saoudite. Dans le cadre de la 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, les députés ont discuté aujourd'hui en groupe séparé de plusieurs projets de loi. Le plus important est le projet d'amendement de la loi sur l'investissement public. La loi actuelle est entrée en vigueur en 2015 et a été modifiée une première fois en 2019. La situation a évolué et le temps est venu de l'amender pour enlever les goulets d'étranglement dans la mise en œuvre des projets d'investissement public. Les députés se sont entendus sur l'importance de modifier la loi sur l'investissement public pour stimuler le développement économique national. Ce mardi après-midi, les élus ont débattu des projets de loi concernant la bourse, la comptabilité, l'audit indépendant, le budget de l'État, la gestion et l'utilisation des biens publics, la gestion fiscale et les réserves nationales. Dans la matinée, il avait discuté en séance plénière des modifications à apporter à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les projets d'infrastructure de circulation, la libération de terrain est une étape primordiale. Dans le projet de loi sur l'investissement public modifié qui est examiné pour approbation lors de la 8e session de la 15e Assemblée nationale, un ajout important est que le dérangement de terrain s'effectue comme un projet indépendant. Bien qu'il s'agisse d'un mécanisme pilote, le fait que la libération de terrain est séparée de la mise en œuvre du projet a donné des résultats positifs. Tout de suite, les détails. 15 mois après la mise en chantier du projet de l'autoroute Biên Hòa Vũng Tàu, les travaux de construction piétinent toujours, faute de terrain. La lenteur dans la libération de terrain affecte la réalisation de l'objectif fixé en termes de décaissement des capitaux d'investissement public.
Il ne reste que 3 mois avant la fin de l'année. Je suis très inquiet du piétinement de ce projet. Si le décaissement du fonds public ne peut pas être terminé cette année, il devra être accumulé pour l'année prochaine. Le décaissement d'investissement public est bien meilleur dans la province de Nghệ An au centre. Par exemple, les travaux de ce tronçon de route côtière reliant le district de Quỳnh Lưu à la ville de Cửa Lò sont presque achevés, soit plus d'un an plus tôt que prévu. Le point clé de cet avancement est que la libération de terrain est un projet séparé, ce qui permet de réaliser les étapes en parallèle et de gagner du temps et des ressources lors de la mise en œuvre des projets de circulation de pointe. D'ordinaire, l'indemnisation pour le dégagement de terrain doit se faire après l'approbation du projet, l'étude de préfaisabilité, l'étude de faisabilité et la conception technique. Pour les projets d'investissement public, seuls les projets nationaux importants et les projets du groupe 1 sont actuellement autorisés à diviser les travaux de déblaiement en projets indépendants. Par conséquent, dans le projet de loi modifié sur l'investissement public, le ministère du Plan et de l'Investissement propose d'élargir l'application de ce mécanisme pour les projets des groupes B et C aussitôt après l'approbation de la politique d'investissement du projet. D'ici le 31 décembre 2024, les réglementations anti-déforestation de l'Union européenne entreront officiellement en vigueur, ce qui signifie que seuls les produits qui ne provoquent pas de déforestation et qui sont légaux seront importés sur ce marché. Cela pose un défi sans précédent aux producteurs de café vietnamiens. Bien que le Vietnam soit le deuxième exportateur mondial de café, son approvisionnement repose en grande partie sur les petits ménages. En attendant les directives officielles de l'UE, la production durable de café est activement poursuivie dans les zones de culture dans le pays. La coopérative agricole Trọng Phu gère 60 hectares de café, tous certifiés 4C et Rainforest Alliance pour des pratiques agricoles durables. En minimisant l'utilisation d'engrais chimiques, les coûts de production ont diminué d'environ 10 à 15% par rapport aux pratiques traditionnelles. De plus, des techniques de récolte appropriées ont permis d'améliorer le rendement et la qualité du café. Au début, le café récolté par les agriculteurs locaux ne répondait pas aux normes internationales. Ils cueillaient des grains non mûrs, ce qui entraînait des rendements inférieurs. Depuis qu'ils ont rejoint ce programme, les agriculteurs récoltent désormais des grains mûrs, ce qui entraîne une augmentation de la production et des bénéfices. Les agriculteurs sont vraiment satisfaits. Cette coopérative reçoit également des conseils et du matériel de production pour répondre aux normes d'exportation. Tout son rendement est vendu à des prix allant de 10 à 15 000 dong par kilo, ce qui est plus élevé que le prix du marché. De plus, cette zone de culture s'est vue attribuer une indication géographique, ce qui garantit que les achats et les exportations vers l'Europe restent ininterrompus. Dans le passé, la production était fragmentée. En rejoignant la chaîne de valeur, notre production a augmenté et les produits bénéficient d'un meilleur soutien des prix de la part de l'entreprise, ce qui conduit à des ventes stables et élevées, à tel point que nous pouvons à peine répondre à la demande. Nous avons assigné des tâches à agences concernées et à 7 districts clés pour mettre en œuvre des procédures visant à établir un système de cartographie qui documente la non-déforestation et la dégradation des forêts conformément à la réglementation de l'UE. La province de Đắk Lắk compte actuellement environ 210 000 hectares de plantations de café, soit la plus grande superficie du pays. La mise en œuvre des modèles de production de café durable permettent de garantir le respect du règlement de l'UE sur la déforestation. Depuis août, les noix de coco fraîches du Vietnam sont autorisées à être exportées vers la Chine par voie officielle. De nombreuses entreprises ont signé des contrats pour exporter des noix de coco fraîches vers ce marché, avec des expéditions allant de quelques dizaines à 1500 conteneurs. Les exportations de ce produit agricole devraient continuer à augmenter d'ici la fin de l'année, avec un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre le cap de 250 millions de dollars. L'accès à ce marché présente des opportunités importantes pour les entreprises et les agriculteurs vietnamiens. Après une sélection minutieuse, 60 000 noix de coco fraîches de la coopérative Hung Tinh Phát dans la province de Tiền Giang ont été exportées vers la Chine. Elles doivent répondre à des normes de qualité élevées et provenir de jardins certifiés VietCap,
avec des codes d'exportation chinois. Nous devons assurer une production suffisante pour les exportations par conteneur. En termes de qualité, les agriculteurs doivent au minimum respecter les normes VIAGAP. J'ai encouragé les producteurs à suivre les processus de culture spécifiques, en utilisant uniquement des engrais et des pesticides approuvés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam et de la Chine. Le marché chinois consomme environ 4 milliards de noix de coco par an, ce qui représente un potentiel important pour le secteur de la noix de coco du Vietnam. Cependant, l'exportation vers ce marché nécessite le respect de normes strictes d'hygiène alimentaire, de sécurité et de quarantaine de plantes. Les produits doivent également répondre aux normes de qualité avant d'atteindre les consommateurs. Aucune culture intercalaire ni aucun élevage ne sont autorisés dans la cocoterie, qui doit rester propre. Les cocotiers ne peuvent atteindre un poids optimal que lorsqu'ils sont exempts d'insectes. Lors du transport par chemin de fer, une température de 2 à 3 degrés Celsius et une humidité d'environ 30% doivent être maintenues pour garantir la fraîcheur des noix de coco. En 2023, le Vietnam a exporté des noix de coco fraîches vers 15 pays pour un total d'environ 30 000 tonnes. L'entrée sur le marché chinois ouvrira davantage d'opportunités. Une préparation minutieuse des agriculteurs et des entreprises pour les expéditions initiales créera une dynamique pour le futur, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif d'exporter $1 milliard de noix de coco. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La tempête numéro 6, appelée Chami, a causé des dégâts dans un certain nombre de provinces centrales, dont Quang Tri et Thừa Thiên Huế. Actuellement, ces localités se concentrent sur la réparation des dégâts pour stabiliser la vie des habitants. Après 2 jours, l'érosion sur le tronçon de chemin de fer nord-sud traversant la province de Quang Tri a été réparée. La circulation par voie ferroviaire entre Hanoi et Ho Chi Minh Ville a pu reprendre normalement. Dans la lagune de Lep Ân, district de Phú Lộc, province de Thừa Thiên Huế, la tempête numéro 6 a détruit des milliers de cages à poissons. Le long de la plage de Lanco, des restaurants touristiques ont intégralement été endommagés. Actuellement, les autorités locales s'efforcent de nettoyer les routes et les infrastructures afin d'aider les populations à reprendre le cours de leur vie. La tempête Chami s'est affaiblie en dépression tropicale mais continue d'apporter de fortes pluies. En conséquence, les agriculteurs de la région du centre septentrional cherchent des moyens de réduire les risques pour les cages d'aquaculture, car de fortes pluies provoquent souvent la mort massive de poissons par choc d'eau douce. Nous voici dans la région de Dam Mon de la commune de Vạn Thạnh, district de Vạn Ninh, province de Khánh Hòa. Les radeaux d'aquaculture sont situés près du rivage. De fortes pluies peuvent entraîner un choc d'eau douce dans ces radeaux, ce qui suscite l'inquiétude des agriculteurs locaux. En conséquence, ils essaient souvent de vendre leur récolte dès que le poisson atteint la bonne taille. Thơm a réussi à vendre une cage entière de castagnols malgré la chute du prix, de 120 000 dong à 80 000 dong le kilo. Les poissons meurent à cause du manque d'oxygène. C'est donc le moment de les vendre. Même sans l'impact de la tempête, les fortes pluies et les inondations continues peuvent entraîner un choc d'eau douce et des morts massives de poissons dans les zones d'aquaculture. La plus grande préoccupation est que les produits aquatiques comme les homards n'ont presque pas connu de vente depuis un mois en raison de ces problèmes. Si les crevettes et les poissons suffoquent, nous perdons tout. Des morts massives de homards dues à un choc d'eau douce se sont produites dans les zones d'élevage lagunaire de la province de Phú Yên. En conséquence, de nombreux éleveurs de homards ont récemment déplacé leur activité vers la baie de Vân Phong à Khánh Hòa pour atténuer les risques en cas de forte pluie.
En cas d'afflux important d'eau douce, je déplace le radeau plus profondément pour plus de sécurité pendant les tempêtes. La solution optimale consiste à déplacer le radeau dans une zone sûre et abritée et à arrimer solidement la cage. Le district de Vạn Ninh compte plus de 1800 radeaux d'aquaculture, chacun évalué à des milliards de dong. La mise en œuvre précoce de plans d'intervention en cas de tempête peut réduire considérablement le risque de dommages. Les éleveurs peuvent donc retourner sur la côte en toute confiance, évitant ainsi le stress d'être bloqués sur le radeau pendant les tempêtes. Une équipe de Viettel, groupe d'industrie et de télécommunications de l'armée vietnamienne, vient de remporter le concours Pound to Own 2024 tenu en Irlande. C'est la deuxième année consécutive que Viettel réalise cet emploi. Pound to Own est l'un des concours les plus importants de cybersécurité au monde. Il donne l'occasion aux hackers chapeau blanc et spécialistes de la confidentialité informatique de tous les coins du monde d'identifier et d'exploiter des failles zero day sur des équipements courants, tels que des smartphones, des CCTV, des équipements de bureautique et des logiciels largement utilisés par les entreprises. L'île de Con Đảo est considérée comme un paradis en pleine mer. Cependant, elle est aussi menacée par les déchets océaniques, souvent en cette période de fin d'année. En raison des vents qui soufflent du continent, Con Đảo est entourée de toutes sortes de déchets, notamment des déchets plastiques. Ne voulant pas que l'île verte perde sa beauté à cause des déchets, les bénévoles du projet Trust to Art ont transformé les déchets océaniques en produits verts. Chaque dimanche, nous nous rassemblerons pour ramasser et trier les déchets sur une plage. Tous les déchets pouvant être recyclés tels que les bouées ou les cordes sont récupérés et ramenés à la maison. Tout ce qui ne peut pas être recyclé est mis dans un sac pour être collecté par le camion poubelle public. La plupart de ces types de déchets peuvent être recyclés. Cette bouée par ex. Je la décore avec des dessins. Ou avec petits déchets comme ce filet. Je peux créer un sac en filet. Parfois nous ramassons de très gros morceaux de filet. Vous trouvez cette corde mignonne? Je l'utilise pour la décoration. En 2023, le comité de gestion de la zone touristique nationale de Con Đảo s'est coordonné avec Phương pour créer une zone de renaissance afin d'éduquer au recyclage des plastiques océaniques. D'une superficie de 2000 m², cet espace est orné de déchets récupérés de l'océan puis recyclés. Nous nous efforçons de réutiliser les matériaux et de les recycler plusieurs fois, en les modifiant. C'est ce que nous essayons de faire dans la zone de renaissance. Nous voulons transformer les déchets marins en quelque chose de nouveau, d'utile et de beau. Les volontaires viennent nombreux, chacun se donne une main. Ils tissent des sacs en filet, ils dessinent aussi très joliment. Les touristes et les étrangers achètent souvent nos articles. J'ai fait toutes ces choses à partir de feuilles et d'objets de plage, comme des bouteilles en plastique et d'autres objets que j'ai trouvés. Je suis venue à Con Đảo comme touriste, mais j'ai vraiment voulu rester un certain temps pour participer à ce projet significatif. Je suis amoureuse de cette belle île et c'est ma responsabilité de la protéger contre la pollution. Yuri Denisovich est un journaliste russe résident au Vietnam. Il est actuellement représentant en chef de l'agence de presse TASS au Vietnam. Peu de gens savent qu'il est venu vivre à Hanoï depuis l'âge de 12 ans avec son père qui était également journaliste. Yuri Denisovich a hérité de son père non seulement la passion pour le travail, mais aussi l'amour et l'attachement pour le Vietnam, en particulier pour Hanoï. Nous le rencontrons. Yuri Denisovich travaille à Hanoï depuis près de 30 ans en tant que journaliste. Sa famille est arrivée à Hanoï en 1988 lorsque son père, également journaliste, a accepté le poste de correspondant à l'agence de presse TASS au Vietnam. Avec son amour ardent et sa profonde compréhension de Hanoï et du Vietnam, Yuri est devenu l'un des ponts d'amitié entre le Vietnam et la Russie. Ses contributions ont été reconnues par l'État du Vietnam. Yuri a reçu de nombreuses distinctions nobles
dont la médaille de l'amitié de l'État de la République socialiste du Vietnam. Ma carrière de journaliste m'a apporté de nombreuses expériences mémorables, mais les entretiens avec des dirigeants vietnamiens m'ont toujours laissé la plus profonde impression. J'ai eu l'occasion d'interviewer tous les hauts dirigeants vietnamiens, notamment le secrétaire général, le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et de nombreux ministres et chefs de département. C'est une expérience professionnelle précieuse. J'interagis aussi souvent avec les Hanoïens lors de grands événements. Lorsque je me suis présenté comme un journaliste étranger, non seulement ils ont partagé leurs sentiments, mais ils étaient également très enthousiastes à l'idée de me poser des questions sur mes impressions sur le Vietnam. Cela crée un dialogue, pas seulement une interview. Cela me donne l'impression que je fais partie de cette ville. C'est grâce à mes années de travail au Vietnam que je suis un journaliste connu en Russie. En tant que représentant de TASS, Yuri Denisovich couvre tous les événements politiques et économiques marquants du Vietnam. Il accorde également une attention particulière à la culture. Il a écrit de nombreux articles sur la culinaire, la beauté de Lao Dai ou encore l'attraction des cafés-terrasses. Il exprime ainsi son profond amour pour le Vietnam, en particulier pour Hanoï. Yuri a une profonde compréhension de la culture vietnamienne. Ses écrits sont diversifiés en catégories et en formes. On peut ressentir ses sentiments pour le Vietnam et le peuple vietnamien. Dans la vie, il est un ami très proche, très affectueux. Quant à Evgenia, fille du journaliste Yuri Denisovich, son père est un dictionnaire vivant sur Hanoï. Si j'ai besoin de savoir quelque chose sur Hanoï, papa est la première personne à qui je demande, car je suis sûre qu'il connaîtra la réponse. Avant, ma famille sortait souvent dans de nombreux endroits de Hanoï et j'aimais me promener dans le vieux quartier. Papa me disait souvent que la vieille ville est quelque chose d'unique de Hanoï, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Le père de Yuri avait vécu plusieurs décennies à Hanoï. Lui et sa famille continuent de s'attacher à cette ville. Un amour particulier qui se transmet de génération en génération. Hanoï occupe une place spéciale dans ma vie. C'est à Hanoï, il y a plus de 20 ans, que j'ai rencontré mon épouse. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes mariés à Hanoï. Actuellement, ma fille travaille dans une agence de voyage vietnamienne. Hanoï n'est pas seulement l'endroit où nous vivons, mais aussi un endroit qui nous donne envie de revenir. L'esprit de Hanoï et l'hospitalité de ses habitants sont restés intacts au fil des années. Si auparavant Hanoï était une ville paisible, elle est désormais en train de devenir une métropole animée de classe mondiale. L'agitation est une caractéristique de Hanoï, créant une forte vitalité pour la ville. J'aime beaucoup témoigner du développement rapide de Hanoï. Cependant, j'aimerais que la ville dispose de trottoirs plus spacieux et plus pratiques pour les piétons. Yuri Denisovich souhaite continuer à travailler à Hanoï le plus longtemps possible. Il espère que Hanoï sera toujours une ville jeune, moderne et toujours innovante, tout en conservant son identité culturelle ancienne et riche. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.